Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de 100% Éconoclasse. Nous sommes toujours au Crabe Marteau dans le 17e arrondissement de Paris, le seul restaurant où on peut déjeuner et se défouler. Un marteau, un crabe, vous connaissez l'histoire. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs le repère d'Olivier Delamarche qui en a bien besoin. N'est-ce pas, Olivier ? On se défoule, on ne va pas se défouler que sur les crabes. Eh bien, allez, sujet ouvert aujourd'hui puisque nous sommes à l'entre-deux-tours et on va faire le point sur l'élection qui s'annonce, les programmes. Alors certains vont me dire qu'il n'y a pas de programme, mais il faut bien qu'on tienne une heure, donc il va bien falloir nous en parler. On invente. Et oui, voilà. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui puisque il a bien fait 3 mois, donc. Ça y est, c'est parti. Nous recevons un invité de marque, Charles Gave. Monsieur Charles Gave. Non, Charles Gave, ou Charles tout simple. C'est un grand bonheur, je vous appellerai Charles si vous le permettez. Mais bon, pour la finance, pour les gens de la finance, vous êtes une statue du commandeur, tout le monde vous connaît. Mais bien sûr, pour nos internautes, on va vous présenter, Charles, rapidement. Vous commencez votre carrière en 74. À 30 ans, vous créez votre première entreprise de conseil en allocation d'actifs. Ça n'existait pas à l'époque. Non. Hein, c'est vraiment, vous avez créé ça. Oui. En 81, élection de Mitterrand, vous quittez la France. Vous décidez de vous démigrer à Londres. Alors, vous ne dites pas du tout pour des raisons économiques. Hein. Non, c'est tout simplement parce que je ne pouvais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes. Après 100 millions de morts, ça m'agaçait. Le socialiste, ça m'est égal. La moitié de ma famille était socialiste, mais les communistes, ça, non, c'est pas possible. Ça. Donc, c'est fait, vous êtes parti et le succès ne vous lâchera plus. En 2001, vous fondez Gavcal. Je le dis bien, il y a un accent à mettre là ? Non, mais pas la peine, non. Non, ça va bien, à Hong Kong. Alors, avec votre fils, c'est une société de recherche en conseil en gestion de portefeuille. Alors, si je donne les chiffres, vous allez voir 800 institutions qui vous suivent, 17 000 gérants. Et puis, pour rire, vous gérez un peu aussi. On gère à peu près $1,5 milliard, mais je ne suis pas seul, hein, il y a beaucoup de gens autour de moi. Très bien. Et alors, vous nous avez fait le plaisir de nous rejoindre pour ce déjeuner au Crabe Marteau. Alors, autour de la table, vous les connaissez tous. Hein. On a Olivier, alors ça tape fort le crabe aujourd'hui, hein. Olivier Berruyer, blogueur star, Philippe Béchat, de notre président préféré, et Olivier Delamarche, qui joue à domicile ici. Donc, mais en général, il laisse les autres parler quand même, donc vous verrez, ça se passe plutôt bien. Charles, quand on a la vie et l'expérience que vous avez, normalement, le début de l'histoire, c'est un top ou un flop. Et aujourd'hui, c'est sur la soirée électorale. Mais est-ce que vous suivez les soirées électorales ? Je suis les résultats. Et j'essaye surtout, avant les résultats, de trouver des choses qui seront pile je gagne et face je perds pas, pour les recommander à ceux qui veulent bien me lire. Quoi. Hier, vous étiez devant votre télé ? Je suis resté devant la télévision de 8h à 8h10. Quoi. Ah de toute façon, je savais les résultats, puisqu'il suffisait de regarder la tête des journalistes. Exactement. Qui étaient tous là. Est-ce que vous avez, avant qu'on rentre dans le fond, est-ce que vous avez un top ou un flop sur hier soir ? Oui, il y a eu un énorme flop. C'est que, pour moi, ce qui ressort de cette élection, c'est quand vous regardez la carte de France, vous avez tous les gens à l'ouest qui ont voté Macron et tous les gens à l'est. Si vous prenez un axe, allez, Le Havre-Marseille, tous les gens à l'est qui ont voté Le Pen. Donc, quelque part, il y a tous les gens qui sont soumis à la concurrence internationale, c'est-à-dire ceux qui sont face à nos voisins, en quelque sorte les gens du front, comme on disait en 14, qui ont voté Le Pen. Les gens de l'arrière, ils ont tous voté Macron. Donc, l'administration a voté Macron. L'administration a voté Macron. Très bien. Allez, c'est parti. Top flop de la soirée. Olivier Berruyer. Ouais, moi j'hésite un peu entre, mais Charles vient d'en parler, qui était la tête des journalistes et qui en effet, dès 19h, laissait bien présager des résultats. Ou de notre côté aussi, le deuxième point qui m'avait étonné, c'était la réaction du camp Macron par rapport à la réaction du camp Chirac en 2002, puisque c'était des grosses explosions de joie avec le Front National au deuxième tour, quoi, qui étaient des gens qui disaient très clairement oui, c'est ce qu'on espérait pour qu'on puisse gagner sans avoir à débattre, quoi. Donc c'était quand même très très étonnant. Chirac par rapport à Macron. Oui, parce que Chirac à l'époque, tout le monde était stupéfait, tout le monde était là, il y avait des militants même chiraciens qui étaient abasourdis, quoi. Alors que là, c'était champagne. Surprise. À l'époque, c'était une surprise. Ah oui, non oui, d'accord, oui. Hier, au contraire, la surprise, presque, c'était que Macron soit devant Le Pen. Oui, enfin, si tout le monde est content, c'est très bien, quoi. Non, je ne sais pas. C'est une façon de voir, hein, maintenant. Je dis juste, on s'attendait tous à ce que Madame Le Pen soit en tête. Donc il n'y avait pas de surprise. Non. La surprise, c'était que Macron soit devant. Et je vais me faire engueuler. À la manière dont il me regarde là. Ah non, mais très bien, chacun son truc. Tout ça, c'est très bien, alors, tout va très bien. Pas que ça va très problème. bien. Non. Je dis que ce n'est pas le même contexte, quand même. Non, mais enfin, la réaction était éloquente. D'accord. Et la réaction du candidat aussi était très éloquente, il en a à peine parlé. Très bien. Il en a à peine parlé. Bon, ça commence bien. Philippe, top flop de la soirée électorale.
Bon, alors moi je vais aborder le sujet au travers du prisme des marchés financiers. Donc à minuit débute la cotation des contrats sur indices, sur les indices européens, le CAC 40, le DAX et également les indices US. Donc à minuit 1, le CAC 40 prend rapidement 3%. Et puis ça se calme assez rapidement, on revient autour de plus 2, plus 2, 3. Ça, c'est à quelle heure ? Ça c'est vers minuit et demi, on est revenu à plus 2, 3. Donc on a l'impression qu'on a un petit coup de chapeau pour une élection sur laquelle en fait personne n'avait de grands doutes, et surtout pas ceux qui suivent les bookmakers londoniens qui avaient donné le résultat très longtemps, plusieurs semaines à l'avance. Il y a quelques naïfs depuis l'étranger et peu au fait de la structure de l'électorat français qui pensaient qu'il pouvait y avoir éventuellement un duel entre des anti-européens. Mais c'est pas là que je veux en venir. C'est-à-dire que pendant toute la nuit, le CAC 40 gagne entre 2 et 2,5%. Et soudain, ce matin à 8h, le matin à 8h, le CAC 40 double ses gains. Alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'à plus 2, plus 2,5, on se dit, bah, c'est un timide coup de chapeau. Mais à plus 4,5%, voire 5% de hausse, là, d'un seul coup, on ne raisonne plus. C'est une hola. On paye sans réfléchir. Alors mon flop, ça serait qu'en face, effectivement, on a une nouvelle démonstration qu'il n'y a pas de contrepartie. Et puis bien sûr, je décerne quand même un flop au personnel politique de l'époque post-Mitterrand, puisqu'on a vu disparaître de l'échiquier M. Hollande, puis M. Valls, puis M. Sarkozy, puis M. Fillon et M. Hamon. Donc là, on peut dire que là, le ménage est fait. Mais pour laisser la place à quoi ? Et je pense que ça va constituer un des thèmes centraux de ce débat. Pour laisser la place à quoi ? On va demander à Olivier Delamarche, bien sûr, son top ou son flop, j'imagine, un peu de la soirée électorale. Mais ce qui était fou, je pense que je vais aller dans son sens, c'est qu'on avait l'impression que c'était déjà joué. On a vu M. Macron partir dans sa voiture avec les motards de la République devant et derrière lui pour aller dans une grande brasserie parisienne. On a l'impression que c'était déjà joué. C'est quand même délirant pour un premier tour, non ? Ah mais, enfin, ce qui m'a frappé quand même, c'est que tous ces personnages, qui soient de gauche et de droite, qui crachent sur Macron depuis un mois, ont tous, comme un seul homme, appelé à voter Macron. Ces types-là n'ont pas de colonne vertébrale, c'est clair. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais... Pas Mélenchon. Là, pas Mélenchon, c'est le seul. Mais j'aurais bien aimé voir un premier tour avec Mélenchon-Le Pen. Qu'est-ce qui se serait passé ? On aurait eu Fillon appelé à voter Mélenchon, ça aurait été drôle. Là, ça valait son pesant d'or. Donc, non, je crois que il faut quand même pas oublier, et ça a été bien mis sous le tapis depuis des mois, mais il faut quand même pas oublier que Macron, c'est l'hologramme de Hollande. Il a été son ministre, il a été son conseiller avant, il a fait un petit passage à la banque Rothschild. Il a été son chef de cabinet, à l'Élysée. C'était son chef de cabinet, c'était son conseiller économique, ensuite ça a été son ministre de l'économie. Et alors ce type-là, à chaque fois qu'on lui rappelle le passage Hollande, il n'était pas là. Enfin, alors les partisans de Macron répondent, Olivier, je vais être obligé d'être le contradicteur aujourd'hui, disent au fond, il a fait son expérience, il n'était pas d'accord. Ah mais oui, bien sûr. Voilà, et aujourd'hui, il vient avec ses propres idées. Et puis Fillon n'était pas d'accord pendant 5 ans avec Sarkozy, et puis tout d'un coup... Enfin non, mais c'est sûr, ils sont jamais d'accord. Mais alors, s'ils sont pas d'accord, expliquez-moi ce qu'ils font là-bas. Ah mais il faut un peu de temps pour s'en rendre compte. Ah bah oui, non, c'est surtout qu'il faut un peu de salaire pour continuer. Enfin non, mais je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter. Bien sûr qu'il était d'accord, c'est lui qui a fait les programmes. Alors, arrêtons cette mascarade, c'est un hologramme. C'est Mélenchon qui l'a inventé et c'est Hollande qui l'a perfectionné. C'est un hologramme. Sauf qu'il a mis un type avec une bonne tête pour que ça passe mieux que lui. Voilà, alors, c'est tout. Mais je rappelle quand même que Hollande, il y avait 10% de la population qui était pour lui. Enfin, bon, donc la suite du scénario, on a lu ça dans la presse, hein. La suite du scénario, c'est M. Macron qui va aider M. Hollande à être président de l'Europe. Et c'est M. Hollande qui continuera finalement à être président. Ah, d'accord. Très bien, donc le flop, c'est tout le monde qui... c'est cette mascarade de l'élection. Enfin, je pense que là... Enfin,
À chaque fois, je dis on a touché le fond, malheureusement on creuse. Et là, oui, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin quand même du fond. C'est pathétique. Toute cette élection est pathétique. Charles, alors vous vivez où, Charles? Tiens. Bah, C'est je peut-être suis indiscret, mais- rentré en France, moi, D'accord. ça y est, j'ai décidé de rentrer en France en février de cette année. En partant du principe que les choses allaient changer, mais je me Donc, pose, au meilleur moment, vous avez Vous vu repartez je me pose des questions, mais enfin, j'arrive à 73 balais, je suis comme un vieux chinois, j'aime bien mourir au pays, quoi. Alors, pour reprendre une phrase, pour parodier une phrase, je prenais ce matin dans un édito, il y a dans ce pays une fracture globale. Là, pour le coup, le résultat de cette élection, c'est une fracture globale. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un européiste, de l'autre côté une opposition totale à l'Europe. Comment vous analysez ça? Mais Fracture globale en France. je peux faire un peu de philo, là, ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Un peu de philo, vous savez, les Grecs avaient une formule que je trouvais très belle, qui était celle du logos. Le logos, dans le grec ancien, c'était la langue que vous et moi en parlent, vous voyez, c'était aussi l'organisation du monde telle qu'elle était compréhensible. Et la troisième chose, c'était ce qu'il fallait faire pour que ça s'améliore. C'était les trois composantes du logos. Et ce qui se passe depuis 4-5 ans, depuis l'arrivée du Tea Party aux États-Unis, etc., c'est que le monde est en train de changer de logos. Le logos qu'on avait eu à la fin du communisme, qui avait été, mettons, le mondialisme et tous ces trucs-là, la mondialisation heureuse, il est en train de tomber. Et à la place, vous avez un logos qui est, dans le fond, le retour de la nation. Et quand vous avez des changements de logos, comme quand l'Église catholique a été remplacée par l'Église protestante, ça déclenche toujours un merdier inimaginable. C'est-à-dire que vous avez... Parce que les gars qui avaient le logos dominant avant prennent ça comme une insulte et presque de caractère religieux. C'est-à-dire que ce que vous dites est complètement insupportable parce que ça va contre le dogme. Et donc, dans le monde entier, nous sommes en plein changement de logos. Et ce qu'on voit en France, c'est que vous avez le logos mondialiste représenté par Macron et le logos populiste représenté par Le Pen. Et quelque part, ils représentent chacun, mettons, 25% de la population, 30% de la population, si vous ajoutez les petits partis qui pourront voter, etc. Et la grande question, c'est ce que va faire les 40% restants. Est-ce qu'ils vont tomber du côté du logos national ou est-ce qu'ils vont retomber du côté du logos mondialiste? Je ne sais pas, mais ça n'est qu'une preuve de plus. Et la prochaine fois qu'on va avoir une grosse bataille sur ce logos, ben c'est tout simplement en Italie. Hein, c'est l'étape suivante, quoi. Donc, et là, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que les... Vous pouvez décoder un peu ça en Italie? En Italie, les élites en Italie sont contre l'Europe et contre l'euro. Alors que les élites en France sont pour l'Europe et pour l'euro. Donc, il n'y a de partisans de l'Europe et de l'euro en Italie que les gars qui bossent à Bruxelles et puis ce qui fait pas beaucoup de monde. Il faut bien se rendre compte que et que les changements de logos, ça prend du temps. Il y a des pays qui sont devant, il y a des pays qui sont en arrière, donc si vous voulez, c'est une espèce de mouvement de fond. Et je sais que l'ancien logos est en train de crever. J'ai aucune idée de ce qui va le remplacer. Sur le court terme, et puis on avancera bien sûr sur le logos et ce changement de paradigme, forcément, mais sur le court terme, vous voyez comment le second tour, là? Parce que là, on dit que c'est joué très largement. J'en crois pas un mot. Voilà. J'en crois pas un mot. Si vous faites des petits calculs à la noix, vous savez que sur l'arrière d'une enveloppe, comme on dit en anglais, vous avez, mettons, Le Pen, si vous ajoutez Dupont-Aignan, Asselineau et Lassalle, qui doit représenter 30%. Vous avez, si vous ajoutez à l'électorat de Macron la totalité des socialistes qui ont voté pour Hamon, vous avez 30%. Donc pour l'instant, c'est du 30 au 30. Maintenant, les 40% restants sont répartis d'un côté 20% en mélenchonistes, qui sont des gauchistes romantiques. Est-ce qu'ils vont C'est voter? sympa, romantique. Moi, j'aime bien, oui. Ils sont plutôt rigolos. D'ailleurs, j'ai plutôt plus de sympathie pour eux que pour les autres. Et ces gens-là, ils défilaient hier à Paris en disant les banquiers ont gagné, les banquiers ont gagné. Je les vois mal voter pour eux. Si vous êtes un socialiste romantique, le fascisme, c'est pas un grand danger, c'est le capitalisme qui est un grand danger. Et qui est le plus capitaliste entre Le Pen et Macron? C'est Macron.
Donc je ne suis pas du tout certain qu'ils vont répondre au mot d'ordre et partir comme un seul homme, voter. Je sais, ils vont sans doute s'abstenir, mais il y en a peut-être un paquet. Ils sont beaucoup plus proches sociologiquement des gens qui votent Le Pen, c'est-à-dire qu'ils sont dans la France abattue, de la France dont personne ne s'occupe. Mais c'est donc une immense fracture. Mais bien sûr, Parce c'est qu'on une a, immense on a- fracture. on a deux pôles anti-système Ça a très été- lourds. Ça a été décrit par un remarquable géographe qui s'appelle, vous savez, il dit qu'en France, il y a 3 zones. Vous avez la zone où se concentrent les bobos, c'est lui qui a inventé le mot. Et puis vous avez une circonférence autour où il y a les émigrés qui servent de domestiques aux bobos. Et puis derrière ces 2 zones, vous avez une énorme zone où il y a les Français dont personne ne s'occupe. Et ça vous explique ce qui est en train de se passer. Donc la zone bobo, la zone immigrée, vote Macron. Et la zone qui n'est plus dans le... Elle vote Le Pen. Et ça se voit très bien sur la carte de France dont je parlais tout à l'heure. Donc ces gens-là, Mélenchon, je ne vois pas tellement pourquoi ils devraient voter pour Macron, qui est vraiment l'ennemi essentiel, quoi. Pour eux, c'est le diable, Macron. Il n'y a rien de pire que Macron. C'est un peu comme si vous demandiez à des gars d'Occupy Wall Street, vous savez, il y a quelques années, de voter pour le président de la Fed. Il ne faut pas rigoler, quoi. Et puis de l'autre côté, vous avez les fillonistes, qui étaient grosso modo, mettons, la droite catholique, versaillaise et tout. Et si c'était Marion à la place de Marine, ils voteraient tous pour Marion. Est-ce que c'est pas réducteur pour les fillonistes? La droite versaillaise, c'est un peu réducteur, non? Oh, bah, c'était ce que Il y a vous aussi appelez toute la les province, gens. C'est toute la province, c'est les gens, si vous voulez, grosso modo, qui ont des manteaux l'odème vert et D'accord. qui vont à la messe le dimanche. Quoi. Mais j'ai rien contre, moi j'en fais partie, donc je vais certainement pas dire du mal de ces gens-là. Mais donc, on me dit, ça va automatiquement, on va refaire le coup de Chirac. Mais Chirac, il n'était pas clivant comme les Macron. Et Madame Le Pen est beaucoup moins clivant que l'était son père. Donc tout le monde me dit, ça va être du sûr. Je leur dis, écoutez, c'est 40%. Si vous savez comment ils vont voter, et combien vont s'abstenir, et combien vont voter et de quel côté, vous avez bien de la chance, mais moi, j'ai aucune idée. Est-ce que vous allez jusqu'à dire, Charles, c'est pas gagné encore? Enfin, C'est pas gagné encore. Parce que hier soir, c'était évident. Hein, C'est parce qu'ils croient tous à leur légende. Et vous pensez que ça peut... C'est pas... Moi, j'en dis pas du tout. Je vous dis, vous avez 40% des électeurs. Donc, ce que j'essaie de me dire, c'est où sont les troupes de réserve de Macron pour l'élection? Et honnêtement, je les cherche. Sur les consignes hier soir, on a entendu tout le monde, enfin tout le monde. Vous avez entendu On les a entendu corneaux beaucoup de habituels. gens dire, je vote. Ça ne veut pas dire que dès le lendemain, ils sont derrière lui. Il y a encore une fois. Non, la mais quand vous fracture entendez globale Fillon est là. qui n'a jamais eu aucun caractère, si vous voulez se coucher, bon, c'est pas pour ça que les électeurs qui l'ont suivi, en pensant qu'enfin il avait fait une grève de caractère, allaient le suivre. Moi, j'avais des amis qui étaient chez Fillon. Quand il a dit, bon, il faut voter Macron, la moitié de la salle est partie. C'est évident, ouais. La moitié de la salle est partie. Ah, Olivier, C'est stupéfiant. Olivier, on a sur 11 candidats, je crois que si on compte, il y en a quoi 8 ou 9 qui étaient anti-européens d'ailleurs. Oui. Et au fond, c'est ça, hein je dis pas une grosse bêtise. Et donc là, on a le candidat en tête et dont on dit qu'il sera élu. On verra les pronostics de Charles. Probable, oui. C'est On pas des verra. pronostics, c'est que je dis, Ouais. je ne sais pas et je suis admiratif que les gens sachent. D'accord. Et donc là, au fond, le candidat des élites, des bobos, qui passe, qui lui est totalement européen. Donc là, pour le coup, la fracture globale, elle est là. Hein. Bah, elle est là. Mais enfin, si vous regardez sur l'ensemble des adultes de plus de 18 ans, j'ai regardé, Macron, il a fait 16%. Sur l'ensemble des adultes de plus de 18 ans, sur le corps électoral, Macron a fait 16%. D'accord. Bah, très bien, donc comme il y a un léger petit problème démocratique, et quand on pèse 16%, on est élu président de la République, et avec un caractère où on ne sent pas une modération extrême, mais au contraire une volonté d'aller toujours plus loin, alors qu'une vaste partie du peuple n'en veut pas. On verra ce qui va se passer, mais ça va être très intéressant. En tout cas, on voit à quel point c'est dangereux, à quel point ça ouvre des boulevards, justement, au coup suivant, quand il aura échoué, à des solutions sans doute populistes assez désagréables. J'ai écouté les Allemands hier, et des deux côtés, hein, dire au fond, c'est une très bonne chose Macron, et on va pouvoir aller plus loin dans l'Europe. Ça a dû vous faire bondir, ça. Bah, c'est bien, je veux dire, après, c'est les candidats des Allemands, c'est les candidats d'Obama, c'est les candidats des... Très bien, mais plus ils iront loin comme ça, plus ça détruira En tout cas, c'est pas le candidat des Français. système. Oui, non, mais c'est ça le petit problème. Oui, c'est vrai, enfin, dans la vie, en fait, on est candidat des Français, on est candidat des Allemands. Enfin, bon, il y a une force qui devient de plus en plus dominante en Europe, on trouve ça très bien, on nous explique que... Vous dites au fond, c'est le candidat de la soumission, tiens. Et il veut quoi? Il veut plus d'Europe. Il veut donner les clés de la maison à Madame Merkel. Et donc,
Voilà, fin de l'histoire. Ah oui, on a eu une émission la dernière fois sur l'Europe ici. Je me souviens très bien de ce que vous avez dit. Vous m'avez dit, soit il faut plus d'intégration, mais ça on n'y arrivera pas, Oui. soit c'est mort. Et là, j'entends les Allemands dire, ah bah avec Macron, on pourrait peut-être faire plus d'intégration. Non, mais je vous rappelle quand même que c'est le même discours qu'avait tenu Hollande. D'accord. Mais Il lui, avait a pris dit, il a pris la je foudre en arrivant. je vais renégocier avec les Allemands sur l'Europe, etc. Vous l'avez vu? Non. D'accord. Mais est-ce qu'il faut refuser ex abrupto cette logique d'entendre les Allemands hier dire, eh bien, avec Macron, on peut discuter, on va pouvoir faire plus d'Europe et peut-être répondre à la question qu'on se posait la dernière fois. Faut arrêter Je sais que je vais me faire renvoyer dans mes 22, mais je vais au bout de C'est l'histoire. pas plus d'Europe, c'est plus d'impôts. Le jour que les Allemands diront oui, on est d'accord pour qu'il y ait plus de transferts de l'Allemagne vers les autres pays, je dirais ah, tiens, bon, peut-être que ça peut marcher. Mais c'est pas ça qu'ils disent, hein, parce que quand ils disent on veut plus d'intégration, c'est moins de démocratie partout pour que ce soit confié à une technostructure qui dira encore aux Français allez faire de l'austérité et qui va jamais sanctionner l'Allemagne. Alors que l'urgence, c'est de sanctionner l'Allemagne en ce moment. Parce qu'elle est beaucoup trop exportatrice, parce qu'elle ne monte pas assez ses salaires, parce qu'elle n'achète pas assez nos produits. C'est ça le truc. Et qui disent, oui, sanctionnez-nous, s'il vous plaît, l'Europe, comme les Grecs. Est-ce qu'on peut, sans lui donner une carte blanche, dire au fond, donner acte à quelqu'un de dire je vais pouvoir aller rediscuter avec les Allemands, puisqu'ils disent qu'ils sont ouverts, et vous pensez que c'est mort à tous les coups? Rien discuter, ils le savent, et c'est pour ça qu'ils l'accueillent à bras ouverts, qu'ils savent très bien qu'il va se coucher. Tout de suite. Il va arriver, il va dire à Mme Merkel, vous faites un chèque de 300 milliards, Mme Merkel va lui dire, nein, couche-toi. Il va se coucher. Sauf que j'ai jamais entendu dire qu'il allait demander 300 milliards à l'Allemagne. Non. Il est en train de dire, il faut enlever encore du pouvoir au Parlement français, on va essayer de faire un espèce de pseudo-parlement de la zone euro qui, si le jour se mettait à exister, exploserait assez rapidement. Parce que les Allemands seraient minoritaires et le jour on dira aux Allemands, bah tiens, finalement vous êtes minoritaires par rapport on va aux augmenter Français. vos impôts. On augmente vos impôts, il faut que vous augmentiez votre SMIC pour diminuer vos excédents. Ils ne seront pas d'accord. Quelques sujets quand même, j'ai besoin de votre avis. Les retraites. C'est un sujet là aussi pour les finances publiques significatif. On a d'un côté, ça changera rien, me dit-on. Non, il touchera à rien. Même son conseiller en communication ne sait même pas. Est-ce que je peux juste poser le problème et puis on y revient? Vas-y. Madame Le Pen dit on revient à la retraite à 60 ans. Monsieur Macron dit on unifie tous les régimes avec une retraite par points. Je voudrais juste votre avis sur le sujet. De toute façon, aujourd'hui, la démographie actuelle fait que c'est pas 60 ans. Ou alors ça pète le système et à ce moment-là, on abandonne le système par répartition. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, avec la démographie actuelle et le vieillissement de la population, on ne peut pas tenir avec une retraite à 60 ans. Voilà, donc, mais ni à 62, ni à 63, ni à 64. Donc de toute façon, c'est plié. la répartition au départ, c'est on part à 65 à la retraite, on est en 45, et on meurt à 69. Il y a 4 ans de retraite à financer. À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, Avec une démographie booming. aujourd'hui, j'ai un candidat qui nous dit eh ben, je fais une retraite par points et j'équilibre tous les régimes français. Ça a du sens. Enfin, je veux pas Non, c'est défendre. faux. Bon. Mais c'est faux. Et j'ai une candidate en Il face peut qui dit mettre des 60 ans. points autant qu'il veut, c'est pas le sujet. Non, qui dit j'uniformise l'ensemble des régimes français. D'abord, il le fera pas parce que il se fera de Oui, dès mais le si on dit ça, lendemain. si on dit ça, on fait jamais rien. Mais non, mais c'est pas ça. Mais il n'a pas l'intention de le faire. Ah bon? Je suis désolé, il a été quoi? Rappelle-moi. Bon, d'accord. Il a été aux affaires. Il l'a fait? Non, il l'a pas ministre de fait. l'économie, pas des Il a été affaires ministre de l'économie. Alors, faut arrêter de nous faire croire que ce garçon, qui a été d'abord conseiller de Hollande, ensuite ministre de l'économie, ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Sinon, il aurait démissionné dès le départ. Non? Or là, il a démissionné pourquoi? Pour se présenter. C'est pas autre chose. Bon, alors arrêtons de dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé. S'il Sur le n'était sujet pas de fond. d'accord avec ce qui s'est passé, comme l'a dit Charles tout à l'heure, Fillon n'a pas récupéré une paire de couilles, ne lui a pas Alors, poussé oublions ça. hier. Oui. Or, moi, je peux te dire, j'ai demandé à des médecins, ça n'existe Oui, pas. ça, tu l'as fait déjà. À 50 ans, ça n'existe Olivier, pas. tu l'as déjà fait. Mais oui, mais je l'ai déjà fait, je la refais. On peut Et les pour couper. Macron, c'est pareil. Alors, on recommence. Est-ce que c'était pas quand même la bonne proposition? Oublions le fait qu'il fasse, qu'il ne fasse pas. Est-ce que ça n'est La pas bonne proposition, est-ce que c'est ça de n'est dire pas aux la gens bonne que proposition ça ne sera pas avant 75, voire 80. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Bercy et les énarques, les inspecteurs des finances ont déjà fait mouliner tous les modèles
possible et imaginable, l'arbitrage entre augmenter les impôts, allonger la durée de la retraite. On sait exactement, en déplaçant le curseur, la conséquence financière de chaque décision. Alors après ça, que ça s'applique exactement ou que ça marche sur le papier, ça ne marchera pas en pratique, c'est après ça un débat un petit peu secondaire. Mais on a déjà tout calculé. La seule chose qui importe, c'est de savoir si c'est faisable politiquement. On sait bien que pour équilibrer les retraites, il faut allonger le temps de travail, sauf qu'on sait très bien qu'au-delà de 55 ans, les entreprises vous virent. Donc, les gens qui n'auront plus de travail à 55 ans, ils ne toucheront leur retraite à taux plein qu'à 67, 68, 69, 70 ans. On sacrifiera une génération s'il le faut. Ce que j'attends de vous, c'est de me dire, est-ce que oui ou non, il faut avoir ce courage politique et économiquement ça marche, de dire j'uniformise tous les régimes. Si ça peut passer, faut regarder. Enfin, déjà, moi, j'arrêterai d'arrêter d'employer le mot courage, si tu veux. On prend une décision politique. Il y a des gagnants, il y a des perdants, si tu veux. Je sais pas ce qu'on appelle courageux. Si c'est courageux de faire en sorte que les petits gens aient moins de retraite, on peut superbe courage, si tu veux. À chaque fois, il met une claque sémantique, mais c'est pas grave. Mais il a raison. Les mots ont leur importance. Je dis pas ça méchamment, mais c'est vrai que c'est vachement important parce que derrière, tu conditionnes l'acceptation. Est-ce que vous voulez que M. Macron soit courageux ? Plutôt bien. Est-ce que vous voulez que M. Macron soit un enfoiré ? Ça marche moins bien, tu vois, tout de suite. Et en répartition, ça marche toujours bien. La question, c'est combien vont avoir les retraités et combien je prends aux actifs. Donc, si tu veux faire une retraite à 60 ans, c'est possible. Tu gagnes pas beaucoup après, quand tu es à la retraite. Mais c'est possible. Tu veux la faire 70, tu gagnes beaucoup plus. Madame Le Pen a dit, je peux ramener la Oui, retraite mais enfin, bon, après, ce que ans. dit Madame Le Pen, je ne vais pas passer non plus 12 heures à commenter ce que dit Madame Le Pen. Avec des taux zéro, la retraite, l'argent qu'on met pour la retraite ne rapporte rien. Donc il faut de la répartition. Mais non, mais il faudra en mettre Dans la plus. répartition, on s'en fout Non, mais il du faudra en mettre plus, on s'en fout pas. La vraie question, Attends, pardon. Moi, je veux bien qu'on parle économie, mais dans la répartition, le taux, je m'en fous. Je répartis. Mais la question, la vraie question, c'est quel est le taux que tu prends. Oui. Deuxième point, puisqu'on parle de la retraite en points, oui, bien sûr, ce serait sans doute intéressant en termes de pilotage qu'il y ait un seul régime pour tous les Français. Voilà. Mais pourquoi ? Pour éviter d'avoir des jalousies, de dire que machin, il va gagner plus que les... Quand tu regardes, il n'y a pas des écarts qui sont gigantesques entre des... Non, mais regarde les salaires moyens derrière. C'est pas les taux de remplacement, suivant pour les fonctionnaires, tu prends les primes, pas les primes. De toute façon, c'est l'État qui paye la retraite derrière, si tu veux. Donc, au bout d'un moment, alors oui, je pense que ce serait mieux qu'il y ait un seul système. Mais quand tu as fait cette proposition-là, quand tu t'es tout tapé, parce qu'évidemment, si tu dis je passe en points, bon, c'est pas très loin le système en points, c'est ce qu'on a sur la retraite complémentaire en France. Bien sûr. Bon, tu peux le passer au niveau régime sécurité sociale, ça va pas faire des grands changements. Avec les mêmes points pour tout le monde. Mais ça devient plus compliqué au niveau des fonctionnaires. La question, ça va être mais comment je change votre système actuel qui n'était pas en points. Donc c'est des négociations à pas finir avec les fonctionnaires et qui demanderont à avoir à peu près ce qui était prévu aujourd'hui. Sinon, c'est quand même une vraie rupture. Mais quand tu as fait ça, que tu as passé dans ton système en points, tu as un système qui se pilote, qui est plus simple, mais tu n'as pas un euro de plus pour l'équilibrer. C'est vrai. Hein, donc c'est une mesure qui est très technique, qui crée d'immenses problèmes politiques, et au final, la question c'est comment je l'équilibre, ce truc-là, je l'équilibre. Mais c'est une question Plus de philosophique, cotisation. si je peux me permettre ici. Parce que quelque part, l'idée de la retraite, c'est arrivé, comme l'a dit Bismarck, à partir du moment où les sociétés étaient en croissance démographique, et puis où vous pouviez financer en prenant des risques contrôlés. Mais à partir du moment où vous avez une expansion de la démographie aussi forte que celle qu'on a eue depuis 30 ou 40 ans, personne, compte tenu de l'incertitude du futur, ne peut garantir une retraite à qui que ce soit. C'est complètement impossible démographiquement, actuariellement, c'est complètement impossible. Donc, l'idée même de retraite, aussi curieux que ça paraisse, compte tenu du fait qu'on est de passer 60 à 80, c'est une idée qui ne tient pas la route parce que c'est exactement comme aux États-Unis. Aujourd'hui, toutes les sociétés ont abandonné la retraite garantie ou lui garantissaient une hausse du niveau de vie année après année parce que les sociétés qui ont continué à faire ça sont toutes en faillite aujourd'hui. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut peut-être un petit peu s'élever et dire les retraites, les gars, c'est gentil, mais il ne faut pas vous imaginer. Il faut faire comme au Chili, c'est-à-dire, vous voulez vous faire une retraite, vous achetez plein d'actions et d'obligations dans le monde entier. On vous fait un avantage fiscal, si vous voulez. Non, Charles Gaff, pas d'avantages fiscaux. Charles Gaff vient de demander des avantages fiscaux. Non, je veux simplement qu'on baisse les impôts. J'aime beaucoup Milton Friedman qui disait j'ai rencontré une baisse des impôts que je n'aimais pas. Donc, si vous voulez, si on ne peut pas obtenir une baisse des impôts généralisée, mais au moins qu'on baisse les impôts sur l'épargne, ça ne me paraît pas une mauvaise idée. Ça ne peut pas être une mauvaise idée de baisser les impôts. La vraie question... Justement, Charles. Ce qui est énervant quand même, c'est qu'on est en train de dire ça à une population en disant débrouillez-vous au fond,
pour épargner pour votre retraite parce que la On collectivité peut aura pas, du mal. et ça les Sauf rendra qu'on pas- leur dit ça à un moment où les taux rapportent rien et où il n'y a pas de croissance. C'est compliqué quand même. Et à ce moment-là, ils peuvent aller investir dans des pays où il y a des taux élevés, D'accord. où là, ça rapporte quelque chose. Par exemple, rien n'interdit aux Français d'acheter des obligations indiennes qui donnent du 8%. Ouais, c'est pas facile. Ben si, si vous allez avez des au fonds. guichet de votre banque, c'est compliqué. Ben oui, mais ça veut dire que les banques, encore une fois, n'ont pas fait leur boulot. D'accord. Non mais Jean-Pierre, la vraie question, c'est est-ce que Attendez, il faudrait au-delà, finir, c'est une pardon. question importante. Ce que vous dites, c'est que si on a une démographie dégueulasse, il faut que nos retraites soient investies, nos retraites futures soient investies dans un pays qui a une démographie convenable. Et donc l'idée qu'on va pouvoir investir en France, le produit de notre épargne, alors qu'on a une démographie convenable, ça veut Sauf dire que l'État a tout intérêt à ce que vous l'investissiez ici, donc il vous mais pas, du bloque tout, ici. mais pas du tout les investisseurs, pas du tout les épargnants, pas du tout les retraités. Donc encore une fois, si vous voulez, ce qu'ils ont dit au Chili, c'est ben, écoutez, vous avez un système de retraite, vous le gardez si vous voulez, et si vous le voulez, si vous le gardez en partie, puis si vous le voulez pas, ben c'est vous qui gérez votre retraite. Et ben ça me paraît une preuve de démocratie. La vraie question aujourd'hui, c'est pas les points ou pas les points, c'est de savoir si on fait de la retraite par capitalisation ou de la retraite par répartition. Mais la Ou si répartition, on c'est fait de plus la facile. retraite, ou si on fait de la retraite tout court. C'est-à-dire la retraite par répartition, on voit que ça marche pas. La retraite pour des raisons démographiques, etc. La retraite par capitalisation, allez demander aux fonds de pension américains comment ils sont en ce moment. Ils sont tous en faillite, ils sont tous en négatif. Ils sont tous débiteurs. Enfin, il faut Tous, arrêter. dans les systèmes publics, dans les systèmes privés, dans les systèmes... Sans vos clients. Oui, il y en a tout un tas. Calpers, tout ça, c'est des clients, bien sûr. Mais si vous voulez, ce qui s'est Dans les passé... systèmes publics, ils Dans sont les tous en systèmes- déficit. Pourquoi ils sont tous On en est faillite d'accord. en déficit? Parce que les gars ont permis aux policiers, aux pompiers de prendre leur retraite à 45 ans à 100 000 $ par an, et que ceux qui ont pris cette décision, 20 ans après, ils ne sont pas là pour en voir les effets. Mais les retraites par capitalisation dans le secteur privé, elles vont très bien, merci. Donc, encore une fois, si vous voulez... Elles vont très bien. Elles vont très bien. Les gars, ils vont toucher moins ou plus, ou j'en sais rien, ça dépend de leur Ils vont très rentabilité. bien si le marché financier continue à monter. Si le Non, marché parce que- financier s'éclate la Et figure par précisons terre, que la ils vont aller masse, moins la bien. masse de l'existant, c'est 80% des actifs financiers concentrés entre les mains de moins de 2% de la population. Donc quand on dit que ça va très très bien, ça va très très bien, effectivement, en photographie, tout dilué. Moyenne. Mais si vous Mais en regardez, médiane, c'est pas du tout pareil. si vous faites ce qu'on dit de la granularité, vous allez découvrir des zones de faiblesse extraordinaires avec des Américains qui n'épargnent absolument pas. Et comme Olivier le rappelle souvent, vous avez plus de 50% d'Américains qui n'ont pas 400 $ devant eux pour faire face à un imprévu. Alors donc, quant à épargner davantage, là, je rigole. Bon, d'accord. Allez, dernier sujet, messieurs. Et on le voit aussi, là, il y a une ligne de fracture assez forte. Fiscalité du capital versus fiscalité du travail. Alors, il y a... Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, c'est toujours le consommateur qui paye. D'accord. Ouais, ça, Mais c'est pas le même. C'est pas le même. Non, mais si, c'est le Non, mais consommateur qui paye. attendez. Il y a deux sujets qui sont dans les programmes, là, en l'occurrence, ou pas dans les programmes, en tout cas dans les discussions. Un, l'ISF. En l'occurrence, c'est rigolo parce que, enfin rigolo, je sais pas c'est le mot, on tombe devant deux candidats qui ne suppriment pas l'ISF. Donc, tout le monde était persuadé qu'on allait supprimer l'ISF, pas du tout. Ah non, Macron le Madame- réforme. C'est Madame Le Pen. une des seules choses sur lesquelles il s'est prononcé. J'arrive. Madame Le Pen ne supprime pas l'ISF, elle dit que c'est pas le sujet aujourd'hui. Et M. Macron dit j'enlève toute l'épargne productive, c'est-à-dire que j'enlève toute l'épargne dans les entreprises et je. C'est pas productif. C'est hein. énorme, mais c'est Et je, énorme. c'est pas dit, l'épargne. et je, non mais juste, vous allez répondre. Et C'est je- pas productif. C'est pas et je- productif, hein. Et je surtaxe, là, ce qu'il appelle la rente immobilière. Premier sujet. Deuxième, vous répondez là-dessus. Et deuxième sujet, on y viendra tout à l'heure, les droits de succession. Est-ce qu'il faut monter la fiscalité successorale versus la fiscalité sur le revenu? Il semblerait qu'on soit un paradis fiscal sur les successions en France. Mais je commence par l'ISF. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Robert? La Belgique et la apprend des Suisse. Je vais y arriver, Non, mais alors, l'idée, si vous voulez, honnêtement, et encore une fois, j'ai montré mon côté gauchiste, vous avez deux causes d'enrichissement. L'enrichissement prise de risque, l'enrichissement sans cause. L'enrichissement sans cause, qui est un vieux problème juridique que chacun connaît. Eh ben, il faut dire quand même une chose, si vous voulez, c'est que grosso modo, compte tenu des avantages fiscaux, etc., l'immobilier en France, ça a été un grand cas d'enrichissement sans cause. hein. Il n'y a pas de, si vous voulez, l'appartement dans le 16e que vous achetez il y a 30 ans, il est toujours là, il n'a rien changé, il n'a créé aucune valeur, sauf qu'il a monté de prix de 4 fois. Donc, encore une fois, si vous voulez, je dis, c'était un truc qu'avait proposé un économiste américain, je me souviens plus de son nom, au début du XXe siècle, il avait dit, il faut taxer ce qui est
l'enrichissement sans cause, et il faut détaxer complètement ce qui est un enrichissement avec cause. Et ça me paraît une excellente idée. Vous êtes macronien. Là, sur ce coup-là, je ne suis pas du tout contre. Par exemple, allons à Hong Kong. Laissez-moi vous expliquer comment marche le truc, que je trouve extraordinairement intelligent. C'est un coup de peau, probablement, c'est les Anglais qui l'ont monté. C'est que toute la terre appartient au gouvernement de Hong Kong. Le sol. Le sol appartient au gouvernement de Hong Kong. Comme à Londres. Mais ça appartient à quelques grandes fortunes. Alors là, ça paraît. Donc, ce que fait le gouvernement de Hong Kong, c'est qu'une fois, il met à peu près en vente. Les baux sont d'environ de 100 ans. Donc, une fois, vous avez à peu près 1/100 du patrimoine immobilier qui revient sur le marché, qui est mis sur le marché, qui est vendu à des prix absolument exorbitants pour faire des immeubles dessus et tout. Ce qui permet à la population de Hong Kong de payer 15% d'impôts et d'avoir des excédents budgétaires tout le temps. Si vous voulez, cette idée, dans le fond, ça paraît une idée révolutionnaire, c'est que dans le fond, le sol appartiendrait à l'État. Le sol. On a collectivisé le sol et tout ce qui est sur le sol. Et le reste, les gars qui prennent des risques, qui payent 4% d'impôts et des merden zizi. Et ben ça, je trouve pas ça complètement idiot. Donc pour un libéral comme vous, mais c'est complètement libéral. L'idée, c'est collectiviser le sol. C'est complètement libéral, c'est-à-dire, ce qui, dans le fond, n'augmente pas, et la quantité de sol qu'on a sous les pieds, ça augmente pas, et les gars qui sont dessus ont aucun mérite à l'avoir créé, puisque quand ils sont nés, il était déjà là, quand ils s'en iront, ils s'en iront plus. Je vois pas du tout pourquoi ces gars-là ne devraient pas être taxés comme des fous, pas taxés comme des fous, mais taxés raisonnablement, et les gars qui prennent des risques, on les détaxe au maximum. Moi, ça me paraît pas complètement idiot comme raisonnement. Olivier. Oui, sur le principe, en effet, d'essayer de taxer plus les rentes induques, les rentes réellement productives, c'est en effet les plutôt rentes de réellement productives, ça s'appelle du profit. C'est pas la même chose. Mais oui, mais je reviens tout à l'heure. Pour revenir à la sémantique. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, quand tu disais, on parle d'investissement productif en action, enfin, quand tu achètes une action à l'émission, bien sûr que tu as aidé l'entreprise et que tu as un investissement productif, mais quand tu es sur de la revente d'actions, c'est rien productif du tout. Après, c'est la spéculation. Dont on peut discuter, mais en tout cas sur la revente même des actions. Quelqu'un qui a 10 millions d'actions, considérer qu'on ne va plus le taxer et qu'on va taxer des gens qui ont pas un appartement. Enfin, pour moi, j'ai du mal à faire la différence réelle sur ce. Alors, le point important, ce que dit, à mon avis, sur le marché, sur la prise de risque. Le marché, ce que dit Olivier est important, c'est que dans le fond, quand vous regardez les créations d'emplois, puisque c'est toujours à ça qu'on revient, aux États-Unis, je ne sais pas les chiffres pour la France, mais 90% des emplois sont créés par des sociétés de moins de 10 personnes. Donc on devrait, à la limite, si on était parfaitement logique, dire que quiconque investit dans une société de moins de 10 personnes... D'accord, oui, bien sûr. Et puis quiconque investit... Parce que les grandes sociétés, elles passent leur temps à réduire leur personnel. Ce qu'on appelle dégraisser. Vous savez, c'est une expression... Faire l'optimisation fiscale. Et le fond... Donc encore une fois, si vous voulez, ce que j'essaie de dire, c'est... Vous avez 3 critères pour avoir une croissance économique: le capital, le travail et la prise de risque. Et on n'arrête pas en France de vivre dans un monde où il n'y a que 2 qui sont prises en compte, le capital et le travail, et on ne prend jamais en compte la prise de risque. Ce qu'il faut, c'est détaxer la prise de risque et taxer l'absence... L'investissement ex abrupto, au départ, le type qui prend un risque. Dans les petites structures. Les investissements dans les petites structures devraient être détaxés complètement. Donc on devrait flécher, par exemple, l'assurance vie le plus possible vers ce type d'investissement. On leur dit, si vous achetez une obligation d'État, vous allez payer plein d'impôts. Si vous achetez la PME que votre petit-neveu est en train de mettre en place, vous payez rien, quoi. Oui, et vous pouvez déduire si vous perdez. D'accord. Philippe ? Bien sûr, oui. Alors, C'est intelligent. l'un des seuls projets de Macron qui apparaissent assez clairement, parce que les journalistes se montrent très peu curieux par ailleurs sur ces projets fiscaux, c'est l'exonération de taxes d'habitation. Pour réduire effectivement cette injustice terrible, c'est-à-dire que des gens qui habitent plutôt Courbevoie, Neuilly, payent beaucoup moins d'impôts que celui qui habite Tulle, La Motte-Beuvron ou Vierzon. Bon, Il peut virer son maire. du coup, il va falloir peut-être à un moment compenser ce manque de recettes. Et on sait qu'à l'échelon local, on est déjà complètement exsangue. Alors, si je me fie à ce que préconisent les GRAC, j'y reviens, ce sont les pères spirituels d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui l'ont poussé vers le pouvoir. Les GRAC ont écrit des choses très claires, c'est-à-dire que l'immobilier a un avantage terrible par rapport à des fortunes qui sont nomades. Il ne faut pas aller à Bruxelles. Les
l'immobilier est là, l'immobilier stérilise l'investissement et stérilise l'expansion économique depuis trop longtemps, et qu'à un moment, si on a besoin d'argent, il faut aller taxer l'immobilier. Intéressez-vous à ce que les GRAC ont écrit, vous tapez GRAC sur Google, et vous allez voir, tout est écrit, c'est assez stupéfiant. Depuis 20 ans, tout ce qu'ils ont écrit est arrivé, ou tout est fait pour que cela advienne. Donc, rien n'a marché. Ouais, c'est le petit mais ça problème. n'empêche pas qu'on dit, C'est l'essentiel, rien n'a marché. on est dans la pensée, on est dans la pensée religieuse, voire la pensée magique d'une élite qui pense qu'elle maîtrise mieux que tout le monde tous les sujets, et qui en plus de ça bénéficie d'un truc extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui les médias ne critiquent pas justement des thèses, des théories qui ont systématiquement échoué. La presse n'a jamais, on va dire, été qui détient la presse titillée. On ne revient pas à ça. Non, Olivier, Vaut mieux taxer pas. la rente immobilière. Pas cette chose. Monsieur Macron, C'est pas le sujet. bonne idée, pas bonne idée. Au fond, l'immobilier ne peut pas bouger. Mais ça fait 10 ans que je le dis. Ça fait 10 ans que je dis, écoutez, la France a besoin d'argent, enfin l'État français a besoin d'argent, il y a de l'argent dans deux endroits, l'assurance vie et l'immobilier, donc ne rêvez pas, ils vont aller taper dans l'immobilier et dans l'assurance vie. Enfin, je veux dire, il faut être logique. Si c'est que l'assurance vie, ils sont déjà investis en obligations d'État. Oui. Ça, donc Mais ils sont déjà. Ils Donc vont, c'est déjà- ils vont cogner quand même dessus. Ils vont aller chercher de l'argent rembourser. là-dessus. Donc sur l'immobilier, ça ne Vous êtes tous m'étonne. macroniens, là. Ça ne m'étonne C'est bien. rien. Mais non, c'est Mais pas vous une savez, question même d'être un imbécile macronien. peut avoir une idée juste de Non, mais temps en temps. Hein. Je veux dire, c'est pas. C'est il pas faut une pas question être. de macronien. D'abord, il n'a pas d'idée. Ça sort de l'Institut Montaigne. Ça sort pas de Grac. Ça sort de l'Institut Montaigne. Donc c'est l'idée de soit Attali, soit Minck, soit enfin une de ces C'est personnes-là Populaire qui est qui derrière, hein. conseille intelligemment tous les gouvernants depuis 20 ans et qui se plante régulièrement depuis 20 ans. Enfin bon, et personne ne bronche, tout le monde trouve ça normal, tout le monde applaudit des deux mains. Donc, on revient sur Faut que les gens histoire sachent pour qui ils d'immobilier. votent. Par exemple, sur l'exonération de la résidence principale, sur l'exonération de la Il plus-value n'y aura pas immobilière. d'exonération. Pourquoi Elle veux-tu existe que ça- aujourd'hui, Mais l'exonération. là, il Et- va revenir dessus. Ah ben non, il pas faut du qu'ils fassent de l'argent. Mais c'est plutôt une bonne chose par rapport. Pourquoi ne pas unifier la fiscalité et à ce point-là privilégier l'immobilier en France? Donc c'est plutôt une bonne idée de dire je reviens taxer l'immobilier et en plus c'est efficace puisque l'immobilier ne peut pas partir. Mais Tu es d'accord là-dessus? Je suis d'accord. La seule chose, c'est qu'il va pas en profiter pour baisser les impôts ailleurs. C'est ça le problème. D'accord. Si tu ne peux pas avoir des vases communicants, si tu baisses les impôts quelque part depuis 20 ans que ça dure, qu'est-ce qu'ils font? Ils les augmentent ailleurs. Donc la pression fiscale, elle est la Quand même. il dit qu'il va exonérer la taxe d'habitation pour 80% des gens, c'est-à-dire que les 20% qui restent, Ils vont en prendre quand plein la les gueule. taxes d'habitation vont monter, ils vont en prendre plein la gueule. Ça, c'est clair. Évidemment. Évidemment. Donc En plus, je croyais que la taxe d'habitation, c'était quelque chose de local, non? Oui, mais justement. Oui, oui. Non, mais Aujourd'hui, j'entends bien, comme on mais enlève- c'est pas les municipalités Oui, qui mais votent comme, la taxe. comme l'État enlève des ressources aux municipalités de plus en plus. Il va falloir leur en Donc, donner. Donc il va bien falloir qu'elles compensent quelque part. Les Elles vont compenser municipalités, c'est sur l'État, la taxe Alors, d'habitation. Là, bon, c'est à peu près clair. Ça va être une redistribution d'un État colbertiste qui fait redescendre. On va envoyer des poignets à Saint-Denis à partir de Neuilly, quoi. Exactement. Voilà, bon, ben ça, il faut le dire, c'est simple. Et sauf que sur Tout l'augmentation, le monde comprend ça. sur l'augmentation, elle portera simplement sur les 20% qui restent. C'est-à-dire Donc sur Neuilly. Exactement. Voilà. Voilà, c'est Il y a beaucoup de je gens. suis pas certain. Il y a que beaucoup tous de gens les qui vont à partir. Neuilly ont voté Ils Macron. n'ont pas compris ça, oui. Les Ça, ils n'ont pas compris. compris, c'est clair. Voilà, donc Euh. il faut les prévenir. Sachez-le, ceux qui ont Too late. voté Trop Macron tard. hier, sachez-le. Mais ils ont encore une chance, hein. Ouais. Bah, Alors, on conclut par les droits de succession. C'est une discussion que je regardais, faut-il baisser les droits de succession? Monsieur Macron est contre. Madame Le Pen, on n'est pas très clair, mais dit effectivement qu'on paye trop d'impôts sur les successions en France. Quand on regarde la structure des droits de succession, en réalité, on paye assez peu de droits de pas succession grand-chose, en France. C'est pour ça que je dis c'est un Parce que le paradis fiscal. capital est distribué tout Ah, à fait bon. en haut. D'abord parce que les tranches ne sont pas très élevées, effectivement, parce qu'on a des moyens de transmettre avec le démembrement de propriété, et puis parce qu'on a l'assurance vie aussi, qui est un moyen d'exonérer. Est-ce qu'il ne faut pas... ouais, enfin, l'assurance vie, c'est Ouais, passé ça de fait un peu 152 000 à 100 000. Oui, Excuse-moi. par bénéficiaire, 152 000 par bénéficiaire, ça n'est pas rien. 100 000, d'accord. Donc Enfin, c'est quand même significatif. Oui. Bon. Est-ce que, au fond,
l'idée n'est pas aussi, enfin c'est ce que je lis dans les programmes, de dire qu'il y a un certain transfert qui peut se faire de la taxation du travail vers la taxation du capital, et ce qui au fond, dans une notion d'égalité, peut avoir aussi du sens. Je ne sais pas, parce que vous avez le capital qui est taxé, le travail qui est taxé, et vous avez une espèce de machine au milieu qui pique du pognon à l'un ou l'autre pour le transférer à l'autre. Et donc, à la place de commencer à penser à des façons de financer cette espèce de machin au milieu qui est devenu complètement obèse, on pourrait peut-être essayer de réformer ce machin obèse qui s'appelle l'État et arrêter de trouver des façons de financer un machin qui, de toute façon, est toujours en besoin d'argent, parce que je n'ai jamais connu... Oui, c'est ce que dit l'ancien président des Silors qui dit la France est un cheval de course avec un jockey obèse. Avec un jockey obèse, je le connais bien, Xavier Fontanet, il est très sympathique. Mais ce que j'essaie de dire, encore une fois, c'est que, si vous voulez, l'État, comme disait Bastia, c'est ce qui permet à chacun d'espérer vivre au détriment des autres. Bon, ben, il faudrait peut-être arrêter cette idée et d'arrêter l'idée qu'on peut vivre au détriment des autres. Ça me paraîtrait... Alors, il y en a qui doivent vivre au détriment des autres parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils sont pas compétents ou j'en sais rien. Bon, il y a au détriment, ou c'est simplement le principe... Les autres même... payent. C'est le principe de la... C'est le Mais il n'y a pas de raison de transférer... Prenez la parabole des talents dans les évangiles. Le type qui branle rien, qui enterre son talent et qui le rend quand le maître revient, eh ben, on l'envoie en enfer. Donc celui qui ne prend pas de risque, celui qui ne prend pas de... Eh ben, il doit aller en enfer. Encore une fois, ce dont souffre la France, c'est de ne pas comprendre la notion de risque-prix et de penser que quiconque a pris un risque et a gagné est un salaud. La réalité, en France, si vous prenez un risque, vous gagnez, vous êtes un salaud. Si vous prenez un risque, vous perdez, vous êtes un imbécile. Donc c'est pas très probable. Et malgré ça, on a des entrepreneurs à n'en plus finir. Donc foutons-la. Alors la BCE est devenue très très française, puisque constatant qu'il y a des salauds d'un côté qui s'enrichissent et des pauvres qui se démerdent mal, eh ben, la BCE a aboli le risque et le pricing du risque. Bien sûr. Donc c'est ce qu'elle a fait. Voilà, mais à ce moment-là, ce que vous dites de l'Évangile et le Christ, à ce moment-là, si vous abolissez le risque et la prise de risque et la rémunération du risque, vous terminez avec tout le monde en enfer. Messieurs, pour conclure, donc on est à 15 jours du second tour. Comment vous voyez les choses? Surtout, outre, je vais vous demander un score, effectivement, mais 52-48 52-48. Oui, quand même. Pour qui? Je sais pas. C'est pas... Mais la question, c'est... Ça sera beaucoup plus J'ai près commencé que en disant il y a dans ce pays une fracture globale, pour paraphraser. Est-ce que vous voyez cette fracture, une solution à cette fracture? Pourquoi vous pensez qu'il y a une solution? Il y a des tas de problèmes dans la vie. J'aimerais qu'il y en ait une. On aimerait tous, si vous voulez, être beau, grand, jeune, plaire aux femmes et tout, et puis malheureusement, on a ce qu'on a, quoi. Le principe de base du libéral, c'est de regarder la réalité et pas ce qu'il aimerait qu'elle soit, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans le mythe. Moi, je ne suis pas une créature mythique. Je sais que je suis vieux, fatigué, et donc je n'attends pas des miracles. Olivier? C'est surtout qu'on voit qu'il y a maintenant 4 pôles qui ont émergé, qui sont extrêmement antagonistes, qui sont pour la plupart assez extrémistes dans plein de sujets. Donc on voit que la capacité à réconcilier est quasiment inexistante. Macron est en tête, il a 23%, je rappelais 16% de la population. C'est quand même extrêmement faible. Et dans ces 23%, à peu près tous les autres le détestent. C'est même pas qu'il y a des trucs... il y a peu d'alliés derrière. J'avais regardé en 69, Pompidou a fait 44% des voix au premier tour. 44% au premier tour. Mitterrand, en 74, il fait aussi 44% au premier tour. Évidemment, on n'est pas lié au communisme, mais vous avez un candidat qui a quand même une vraie base solide. 74, 74, oui. Donc là, on est sur des candidats qui sont extrêmement fragiles, qui sont détestés par une vaste majorité de la population. Le Pen et Macron, c'est 45 ou 46%. C'est pas la moitié. Donc là, la moitié des Français, là, ils sont pas du tout contents de ce qui se passe la semaine prochaine.
Donc, ils n'ont pas de représentants. Évidemment, la question qui va être extrêmement intéressante, va être législative. Dans ces conditions-là, avec des triangulaires ou des quadrangulaires, pas près d'avoir une majorité stable là-dedans. Enfin, on verra sur ce point-là. En tout cas, oui, c'est cet aspect haineux. Et quand même Macron va être élu, quand même il y aura une majorité. Enfin, dire que dans la rue, il va rapidement avoir un mécontentement très fort quand il va s'attaquer à des points. On va revenir à la quatrième, qu'est-ce qui va se passer? Non, la quatrième, il y avait une espèce de Mais consensus sur ce qui marchait. c'est ça, oui. Là, vous avez quand même quatre tribus qui se détestent. Bien sûr, oui. Il faut prendre l'idée, si vous voulez, de l'Amérique latine, c'est-à-dire vous avez les péronistes, vous avez les Macri, vous avez les gars de Venezuela, et donc vous avez à peu près toutes les... Donc, pour les gens que vous conseillez, Charles, aujourd'hui, à l'échelle des marchés, par exemple, les marchés ce matin saluent l'élection de M. Macron. Vu les résultats, on devrait être catastrophé, au contraire. Ah non, pas du tout, parce que si imaginez que l'Europe saute et tout, il faut être bourré d'actions françaises et vendre des actions allemandes comme un fou. Parce que les Allemands... si l'Europe saute, il faut être bourré d'actions françaises. Ah ben c'est évident, puisque la France, les actions françaises ne produisent rien en France. Et elles se sont débrouillées parce qu'elles savent qu'on est gouverné par des fous pour produire partout dans le monde. Mais les actions allemandes, elles sont imbéciles, elles produisent partout en Allemagne, et si l'Allemagne, le Deutschmark réapparaît, les actions allemandes vont perdre 50%, les actions françaises vont monter de 50%. Donc, c'est pas une vision qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. Donc si vous voyez monter, ce qu'il faut, c'est être long la France et short l'Allemagne. Quoi qu'il se passe dans le futur, vous allez gagner plein de pognon. Eh ben voilà, Philippe, long la France, short l'Allemagne. Ah ben je partage assez. J'ai rarement entendu ça. Je partage assez cette opinion. Je rappelle au passage que la dette française, elle est bien émise par la Banque de France, et ce n'est pas la BCE qui achète la dette française, c'est la Banque de France. Donc on reste maître de notre dette. Donc on entend énormément d'âneries sur le fait que d'un seul coup, la dette française va se mettre à coûter beaucoup plus cher. C'est une ânerie totale, c'est un mensonge. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les journalistes laissent passer ça, c'est merveilleux. Mais par qui sont payés les journalistes? Ah oui, c'est ça. Oui. Non, mais quand on voit le tableau effectivement de qui détient 90% de ce qui est écrit, publié, émis en images, mis en ondes, voilà, c'est assez éloquent. Alors maintenant, la situation à laquelle on arrive au soir du premier tour, c'est des partis politiques sans électeurs, Hamon 6%, Mélenchon c'est un petit peu la carpe et le lapin quand même de la gauche et de l'extrême gauche. Bon, Fillon il a envoyé la droite qui ne pouvait pas perdre dans un platane, ça sera le totem de sa vanité, et il aura sacrifié son parti à sa vanité personnelle, et je pense qu'il en sera profondément remercié. Et de l'autre côté, vous avez M. Macron, qui a des électeurs et pas de parti politique, pas d'appareil politique. Et là, c'est une situation assez paradoxale et assez inédite. Voilà. Donc, la constitution de la majorité va être quelque chose de compliqué. Et surtout, ensuite, c'est sa pérennité. Parce qu'elle va être tellement hétérogène, comment va-t-on pouvoir la gérer? Et moi, ce qui me stupéfie, c'est de voir l'absence totale de curiosité ou de sens critique de la part des médias qui ne questionnent effectivement pas les lendemains, l'après, second tour, et comment on arrive à gérer la France avec des gens dont on ne sait rien, parce que M. Macron dit qu'il y aura des têtes nouvelles, etc. Mais ces gens-là vont être en grande partie parachutés, et vous allez avoir en face un ressentiment de gens à qui on a volé tous les débats. Donc les débats géopolitiques qu'on a juste évoqués, on n'est pas rentré dedans puisque c'était pas le sujet vraiment. Pas le sujet, mais même le débat fiscal, les journalistes ont été très très peu curieux, alors que M. Fillon, ils lui ont tordu la peau des mains, tordu les doigts pour qu'il réponde sur sa réforme de la sécurité sociale, etc. Donc on voit bien que le débat est complètement biaisé, mais surtout c'est l'absence de débat qui me fait peur. Olivier qui joue à domicile pour conclure. Philippe vient de dire les électeurs de M. Macron. Il n'a pas d'électeurs. En fait, il a des électeurs par opposition. C'est-à-dire que c'est ce que jouait d'ailleurs Fillon. Fillon se disait, si j'arrive au deuxième tour, je suis élu parce que tout le monde va faire bloc autour de moi. Et Macron alors, il a fait bloc, lui. Voilà, Macron a eu le même raisonnement et a... 2% de la population, enfin 2% pas de la population, des électeurs, pardon, ça s'est fait. Sans Dupont-Aignan, c'était Fillon qui passait.
Voilà, donc Certains portent une exactement. responsabilité, évidemment. Oui, Non, mais mais- on reviendra de Taubira Alors, ils avec portent Jospin. une responsabilité. Non, ils ne portent pas une responsabilité. Ils ont C'était quelque chose à dire, Chevènement, ils le disent. Et très bien. Et heureusement, enfin, je veux dire, Quand- le gars qui a coup accepté de, 15 000 euros de on costume. laisse pas parler les petits partis, etc. C'est très démocratique, c'est très européen. Donc voilà. Enfin, mais moi maintenant, de toute façon, quel que soit celui qui sortira des urnes, il ne peut pas gouverner. C'est ça le problème. Donc à partir du mois de juin, on va fêter le fait de rentrer dans quelque chose qui sera ingouvernable. Alors je comprends que le CAC 40 monte de 4%, que... Mais c'est logique. Oui, non, mais on est... C'est logique parce que toutes ces sociétés, elles ont leur siège d'administration, elles ont leur siège en France, mais elles sont quasiment rien en France. Et elles peuvent se faire racheter par une société par un portage le lendemain matin et sortir et laisser le siège en France sans que ça leur coûte rien du tout. La seule façon dont vous pouvez sortir de la France aujourd'hui, si vous avez du pognon, c'est d'acheter Air Liquide. Non, mais Il faut pas déconner, quoi, c'est tout ce qui reste. le raisonnement aujourd'hui Ça, c'est vrai. de l'investisseur qui achète des banques, Société Générale et Il faut BNP, sous prétexte que Il faut pas. monsieur... Mais vous achetez l'État français. Alors, est-ce que vous avez envie d'acheter l'État français Sous prétexte que M. Macron a fait un bref passage chez Rothschild, enfin, c'est juste pathétique comme niveau de réflexion, non? C'est-à-dire on ne s'occupe pas de son programme, on s'occupe, juste de son sourire pour certains, qu'il trouve agréable, et secondo, du type qui vous dit je vais bien vous enfiler, et de l'autre côté, sur autre chose. et de l'autre Merci. côté, quelqu'un qui a fait un bref passage dans une banque, paraît-il remarqué, où il a apporté quelqu'un qu'il avait connu à l'Institut Montaigne. Enfin, je veux dire, c'est pathétique. Et on a 10% d'augmentation sur la Société Générale pour ça. Messieurs, merci beaucoup. Nous Merci. sommes au terme de cette émission. Charles Gave, Merci on beaucoup de voudrait m'avoir vraiment invité. vous remercier d'avoir pris de votre temps pour être avec nous aujourd'hui. On retiendra le mot... Comme je suis vieux, j'ai tout le temps. Oui, je ne suis pas sûr que vous ayez... Et vous êtes encore très jeune dans votre tête et vos raisonnements. En tout cas, on retiendra Olivier Delamarche qui nous dit celui qui sera élu sera face à une France ingouvernable. Nous aurons l'occasion d'en parler la prochaine fois. Eh bien, nous retrouverons bien sûr au Crame Marteau avec une élection qui sera passée. Et à ce moment-là, je vous propose de parler de l'international, effectivement, puisque nous pourrons nous poser la question de cette France nouvellement Et gouvernée. des législatives qui va quand même Et être le des grand débat législatives quand qui même arriveront dans un mois. derrière. Effectivement. Merci de votre fidélité et donc à la prochaine fois après les présidentielles et avant les législatives.